On va commencer à rentrer sur la présentation un peu de l'organisation de la journée. Donc, comme ça vous a été cité en introduction, on a voulu réfléchir à une journée qui ressemble à ce que peut être un chantier de déconstruction sur un chantier classique. Donc, on va vous parler enfin, on va faire intervenir plutôt des, des interventions sur les différentes étapes qui peuvent se passer au cours d'un chantier de déconstruction. Donc on va commencer par l'échelon régional, avec Dominique qui va nous présenter la création d'un écosystème favorable à la prévention des déchets et au réemploi. Donc je te laisse la parole, Dominique, et je te donne la télécommande que j'ai gardée dans la main. En fait, ça va aller. En tout cas, bonjour. Donc je suis Dominique Marie, je travaille au Conseil régional, je travaille à la direction de l'environnement, je suis chef de projet économie circulaire. Et j'ai en charge ce programme, un vaste programme qui est de créer et structurer un écosystème favorable à la prévention et réemploi du déchet du bâtiment. Alors je vais vous présenter la démarche qu'on va déployer aux côtés de l'ADEME et puis aux côtés de l'ensemble des partenaires qui voudront bien s'associer à ce projet qui est un projet très important. Et je dirais qu'il boucle le projet des bâtiments durables puisque l'idée c'est de faire des bâtiments circulaires, donc des bâtiments qui soient demain démontables, réutilisables, réemployables, etc. Juste pour commencer, vous avez une photo en arrière-plan d'un mur d'une maison, d'une ferme bressane, et il y en a des dizaines de maisons comme ça qui sont construites en Bresse. Donc c'était des tuiles qui étaient utilisées, donc c'est des maisons qui datent de 1850, entre 1800 et 1850, et c'était des tuiles qui provenaient de tuileries qui avaient des défauts. Et on récupérait ces tuiles qui avaient des défauts qui ne pouvaient pas être mis sur les toits pour être réutilisées pour faire des murs, soit des murs de grosses œuvres, soit des murs intérieurs, etc. Aujourd'hui, pour avoir rencontré quelques entreprises, ces tuiles-là qui ont des défauts, on les jette en fond de carrière, on n'en fait rien. Donc ça veut dire que le réemploi, on en faisait il y a très longtemps, on a oublié un peu ça. Donc l'idée de tout ça, c'est aussi de refaire des choses un peu dites vernaculaires. Alors, le cadre de la démarche que je vais vous présenter, il est régional et national. Régional, la vice-présidente Amandine l'a rappelé, c'est qu'on a une compétence propre qui est la planification de la gestion des déchets en région. C'est une compétence qui nous a été donnée par l'État dans le cadre de la loi Notré. Donc on doit planifier la gestion, la prévention des déchets, de tous les déchets, sauf les déchets nucléaires. Et puis on a une démarche volontaire, qui est une feuille de route économie circulaire qui est adoptée en 2020, qui vise à travailler sur la préservation, la sobriété, l'efficacité et la substitution des matières premières. Et puis on travaille avec l'État actuellement à l'élaboration du futur schéma régional des carrières, très important puisque le schéma doit viser une gestion économe des matières premières et aussi recycler et valoriser les déchets inertes. Et puis une démarche nationale, comme le disait Blandine, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire inscrit une nouvelle REP, c'est-à-dire une nouvelle démarche qui vise à ce que les fabricants, les metteurs sur marché des produits s'occupent de la gestion des déchets. Donc il y a une taxe qui va être mise en place, des éco-organismes qui vont être mis en place, qui vont être obligés de mettre en place un maillage territorial d'installation, de collecte, de tri et de mise en place de filières. Tout ça avec, soi-disant, on ne sait pas, on attend les décrets, une reprise sans frais des déchets collectés. Et puis, dans les décrets qui viennent de sortir, mais je pense que Cécile va en parler, je ne sais pas si tu en parles, juste après moi, il y a inscrit des taux de recyclage obligatoires par filière, par produit, des taux de réemploi et surtout, les futurs éco-organismes seront obligés de lancer des démarches d'éco-conception des produits pour éviter que les produits fabriqués aujourd'hui ne terminent pour la plupart en décharge ou à l'incinération. Donc ça, c'est le cadre. Le secteur du BTP aujourd'hui, pourquoi on souhaite s'y intéresser à la région? D'une part parce que c'est 72% des déchets en région, c'est 8,5 millions de tonnes de déchets.
2 millions de tonnes de bâtiments et 6,5 millions de tonnes sur le travaux publics. Beaucoup de déchets inertes, mais aussi beaucoup de déchets autres que des déchets inertes, des déchets de la laine de verre, du polyuréthane, etc., tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, dans les déchets inertes, 70% sont valorisés, mais terminent en carrière, pour reboucher des carrières, des trous ou rembler en déblais. Et puis dans le bâtiment, on a moins de 30% des matériaux et des produits qui sont recyclés. Recyclés, c'est-à-dire que 70% terminent en décharge pour la plupart. Voilà. On a aujourd'hui dans la réalité, c'est tout le travail qu'on va mener, c'est qu'on sait qu'on a une quantité importante de produits qui sont non recyclables, en boucle fermée, c'est-à-dire qu'un polyuréthane ne reviendra pas. Un polyuréthane, déjà le polyuréthane, ce n'est pas recyclable. On ne sait pas ce que ça va devenir demain. Mais voilà, un plastique, aujourd'hui, vous avez une gaine plastique de conduite électrique. Ça ne redeviendra jamais une gaine de plastique électrique, ça deviendra peut-être un banc, etc. Donc on est toujours obligé d'extraire de la matière. Donc l'idée aussi qu'on a, nous, c'est de travailler en boucle fermée. On a une hausse des emballages. On parle beaucoup d'emballages chez les déchets ménagers assimilés. C'est une fraction congrue des déchets d'emballage. 75% des déchets d'emballage proviennent de l'industrie. Et dans le secteur du bâtiment, je ne sais pas si vous les avez vus, depuis une dizaine d'années, on a pléthore de déchets d'emballage, plastique notamment. Maintenant, on met tout sous plastique, y compris les tuiles, y compris les agglos. Et donc, ça devient aussi problématique en termes de gestion. Et il va falloir aussi qu'on travaille dessus. Et puis on a aussi des techniques constructives inadaptées à la déconstruction, c'est tout le travail qu'on va mener. Il va falloir aussi changer de pratique pour pouvoir démonter, recycler, etc. Mais on a quand même de bonnes nouvelles de tout ça, c'est que aussi on a dans l'analyse de cycle de vie des bâtiments, on a 80% de l'impact matière et énergie qui sont dans les matériaux, c'est-à-dire dans l'étape de construction, de production, c'est-à-dire de fabrication des matériaux. Et puis, dans l'analyse de cycle de vie, l'étape de fin de vie. Donc 80%. Donc là, on a des marges de manœuvre énormes en fonction du procédé constructif, en fonction du choix des matériaux. On pourra agir aussi bien sur les émissions de gaz à effet de serre, aussi bien sur les économies de matière. Donc on a des marges de manœuvre énormes. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet qu'on lance. Alors, quand on dit structure un écosystème favorable à la prévention, c'est ce qu'on a dénommé, peut-être qu'on pourra trouver un nom un peu plus sexy et vendeur. Qu'est-ce que c'est un écosystème pour nous? C'est un regroupement d'acteurs et un environnement propice. Vous êtes là aujourd'hui et je vous en remercie, mais aujourd'hui le bâtiment c'est 100 000 personnes. Aujourd'hui vous êtes 100, 130, vous voyez qu'il y a encore des gaps à trouver. Et donc c'est vraiment, on est dans une démarche où on va être obligé de tous mettre autour de la table, de tous discuter. Les enjeux sont énormes. Et puis l'environnement, c'est au sein du territoire, trouver des installations, trouver des professionnels, des entreprises qui puissent satisfaire à tout l'enchaînement qu'a expliqué Blandine tout à l'heure, qui va être répété tout au long de la journée, qui permettent justement le réemploi. La prévention, on a choisi 2 thèmes. La prévention, prioritairement, sachant qu'on s'occupe là aussi de recyclage, parce que on ne va pas du jour au lendemain faire des bâtiments qui soient des banques matières, et puis on ne va pas du jour au lendemain faire que 100% des produits soient réemployés, etc. Ça, c'est illusoire. On a des stocks de matériaux dans les bâtiments existants qui font qu'on ne pourra pas faire du réemploi forcément tout et tout de suite. Donc la prévention, c'est tout ce qui visera à réduire la consommation de matières premières et la production de déchets. Et puis le réemploi, c'est toutes les opérations qui vont viser à extraire les matériaux de la déconstruction et puis de les réutiliser, de les réemployer, etc. Je reviendrai sur les opérations pilotes à la fin. Alors, pourquoi ces 2 thématiques-là, prévention et réemploi? Dans ce qu'on appelle la hiérarchie des usages, la hiérarchie des traitements dans les déchets, la prévention et le réemploi sont les 2 phases qui sont les plus propices à éviter que ce soit des déchets. Donc c'est pour ça qu'on souhaite agir en priorité là-dessus, sur ces 2 thématiques, pour éviter que le produit qu'on va extraire devienne un déchet. Parce qu'après, une fois que vous êtes en réutilisation, recyclage, valorisation énergétique ou élimination, vous êtes dans les déchets, et là c'est de la législation, et vous êtes obligé de respecter la législation. Et puis, sur le facteur de... Là, vous avez le diagramme qui est un peu l'analogie du diagramme de Négawatt. Nous, on a rajouté la question des préservations des ressources parce qu'on peut faire de la sobriété, de l'efficacité, la substitution. Si on ne préserve pas les milieux naturels, les écosystèmes, demain, les ressources se tariront. On le voit dans le domaine sur l'eau, on le voit sur la forêt.
On a fait des projections et on voit que les projections aujourd'hui sont peut-être fausses et qu'il faudra aussi préserver les écosystèmes. Et que la prévention et le réemploi, ça rejoint la question des préservations des ressources et la sobriété dans l'utilisation des ressources. Alors, les finalités de notre travail, et je vous exprimerai après le travail, c'est de connaître, mettre en synergie et renforcer le maillage territorial. Donc on fera le travail avec les futurs éco-organismes. Donc quand on dit mettre en synergie, renforcer et connaître, c'est dire qu'on va lancer toute une série de questionnaires très prochainement qui va être, sur lequel on va identifier les acteurs, les installations de stockage, les installations de curage, enfin les acteurs du curage, de la déconstruction, de la collecte, du tri, etc., pour essayer de voir où en est le maillage territorial aujourd'hui en région, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne, si ça dysfonctionne, quelles sont les problématiques, où est-ce qu'on doit mettre demain le levier pour favoriser ce qu'on appelle les 5 R, la réutilisation, le reconditionnement, le réemploi, la réparation et le recyclage. Sachant qu'on aura toujours quand même de la valorisation matière et puis on aura toujours de l'enfouissement. Donc l'idée, c'est vraiment l'écosystème, c'est des acteurs et des installations et puis un environnement propice qui fasse que tout à chacun, à l'échelle d'un territoire très restreint, hein, plutôt à l'échelle soit du bassin d'emploi, soit du bassin d'emploi plutôt, tout à chacun, que ce soit le professionnel, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, etc., trouve des solutions qui permettent d'aller plus loin. Alors, on me dit 5 minutes, mais ça va être difficile. Donc, on a lancé un travail qui a été lancé par la présidente le 5 avril dernier. On a 36 mois de travail, 118 livrables. On est dans une démarche agile. On a recruté un consortium de bureaux d'études. Certains sont présents aujourd'hui, 8 bureaux d'études. Et on a mis à peu près 520 000 € et on remercie l'ADEME de nous avoir aidés pour lancer cette opération-là. Alors, la gouvernance, on a, au-delà de comité de projet dont je suis principal acteur, on a un comité de pilotage donc, qui regroupe l'ensemble des organisations professionnelles, le préfet, l'ADEME et les futurs éco-organismes. On a un comité technique qui est le pendant du comité de pilotage, mais qui regroupe les techniciens. Et puis on a une comité régionale qui s'est réunie le 5 juillet, le 11 juillet 2022, là, il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est tous les acteurs qui veulent s'associer au projet, qui peuvent venir. L'idée, c'est de partager les livrables qu'on va travailler, les données qu'on va fournir, travailler sur tout ce sujet sur lesquels on va travailler. Alors, il y a six grandes phases. Aujourd'hui, les phases 1 et 2 sont démarrées. Elles se termineront le 15 octobre et on va démarrer les phases 3 et 4. Les phases 1 et 2, c'était de partager le projet avec les acteurs économiques et les professionnels, les collectivités. C'était de travailler sur la réglementation des travaux en cours parce que la réglementation évolue très vite actuellement. Et il y a énormément de travaux sur le terrain, énormément de professionnels motivés. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré une trentaine de grandes entreprises en août et juillet. Et je peux vous dire que c'est en train d'avancer très, très vite. Je ne sais même pas si on va pouvoir suivre tellement ça avance. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça fourmille. Ça ne reste pas... Je pense que beaucoup de gens sont conscients de la finitude des ressources et qu'il va falloir changer de braquet, etc. Et ça, c'est assez salvateur comme démarche. La phase 4 et 5 3 et 4 qui va démarrer, là, on va travailler sur un état des lieux, à nouveau de la production de déchets, des installations, des filières existantes, des modèles économiques des filières, d'une part, donc sur tout ce qui existe jusqu'au gisement des déchets et d'installations de traitement, aussi bien public que privé. Il y a énormément de collectivités qui sont investies aujourd'hui sur la gestion des déchets. Elles souhaitent investir encore plus. Je parlerai du Cité Vaume, du Sienne, qui ont lancé des démarches très intéressantes pour accompagner les professionnels à gérer les déchets. Donc ça, c'est la phase 3. La phase 4, c'est le système de la prévention. Les déchets, c'est l'émanation de produits qu'on a utilisés en amont qui, finalement, n'étaient pas recyclables ou dont on a utilisé des procédés constructifs qui faisaient qu'à la fin, on ne peut pas les démonter parce que c'est collé, etc., etc. Donc on veut aussi, pour prévenir, identifier qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux dans le bâtiment, dans le TP, comment sont construits les bâtiments,
analyser ces produits au regard de la recyclabilité, de la durabilité, de la réemployabilité, etc. Et l'idée, à terme, je ne vous cache pas, parce qu'il y a un moment, il va falloir commencer à se poser des questions sur l'utilisation de certains matériaux aujourd'hui, hein, qui sont développés sur des millions de mètres carrés. Hein. Je prendrai par exemple les couches bidim qu'on met maintenant sur sac. Quand on creuse un bâtiment, on met une couche bidim, etc. C'est du plastique. Dans 20 ans, le plastique, ça devient du microplastique. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Et sachant que le microplastique, une fois que c'est fondu à l'intérieur des matériaux inertes, quand vous déconstruisez, ça devient un site sol pollué, donc vous êtes obligé de mettre des charges. Donc, et c'était des techniques, de 20 ans, ça n'existait pas. Et c'est devenu une généralité, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a tout ça qu'on veut mettre en exergue, c'est-à-dire moi, l'idée, c'est qu'on ait une blacklist de matériaux, parce qu'on ne pourra pas, de toute façon, continuer à mettre des décharges, enfin, à mettre en décharge plein de matériaux, surtout qu'avec l'État, on doit fermer des installations de centres de stockage, etc. Et il n'est pas question de rouvrir notre décharge. Donc il va bien falloir en amont se poser la question de quels produits on met dans les bâtiments pour que demain ils soient recyclables et remployables. Donc ça c'est la phase 4. La phase 5 et 6. La phase 5 et 5, on va travailler sur le réemploi. Donc là on va analyser sur la prévention et le réemploi. Donc on va analyser qu'est-ce que c'est un bâtiment circulaire, quelles sont les meilleures pratiques de circularité, et puis les réemplois, là on va analyser toutes les filières, les modèles économiques. Les modèles économiques de réemploi ne sont pas simples aujourd'hui, parce que le coût de matières premières est beaucoup moins élevé que les coûts de réemploi. Donc il faudra qu'on travaille sur des modèles économiques, qu'on insère ça dans la commande publique. Il y aura forcément un coût au début, mais parce que ça coûtera, comme il y a très peu de produits, ça coûte forcément cher au début. Une fois qu'on aura lancé la machine, je pense que dans 5-6 ans, ça ira beaucoup mieux. Et puis il faut aussi mettre en place des installations, des centres de stockage, des matériothèques, avec des entreprises spécialisées. Et puis on a une phase 6 qu'on va démarrer, je pense plutôt que prévu, je vais en parler à mes chefs la semaine prochaine. C'était les premiers, parce que l'idée c'est à la fin c'est un programme d'action, mais dans le marché qu'on a lancé, on a mis des actions obligatoires. Par exemple, la mise en place d'un réseau de bureaux d'études spécialisés sur les diagnostics ressources. On manque de bureaux d'études spécialisés qui font des diagnostics ressources. Et donc, on a besoin, comme on l'a fait à l'époque sur l'efficacité énergétique avec nos collègues de la DTE, mise en place de véritables diagnostiqueurs spécialisés avec des outils. Des outils. On aura besoin aussi de travailler avec les assureurs et les bureaux de contrôle, parce que ça, c'est une vraie contrainte. Donc, on veut avoir une mise en place une charte avec les assureurs pour accélérer le réemploi. On veut former, faire des guides sur la commande publique, indispensable. On veut aujourd'hui faire des lots de réemploi, intégrer les lots de réemploi dans la commande publique, bien curer les bâtiments. Ça nécessite d'avoir une spécificité de critères techniques dans la commande publique très, très importante. Donc voilà, on a une dizaine d'actions, je ne vais pas toutes les lister. On aura la formation d'architectes, la formation des collectivités, etc. Et puis, donc ça c'est les 6 phases, c'est les obligatoires qui se termineront fin 2025. Et puis, parallèlement à ça, parce que quand on a lancé cette dynamique-là, comme c'est complexe, on a souhaité soutenir avec l'ADEME des opérations exemplaires, parce que c'est bien aussi de se confronter à des problématiques de terrain, parce que sur le papier, c'est très bien, le faire dans l'opérationnel, c'est mieux. Je regarde Christophe Masse, là, qui présentera le projet de ressourcerie d'Arc-les-Grès. C'est un peu plus complexe qu'on ne croit quand on veut... je ne laisserai pas parler Christophe, mais quand on veut réutiliser une charpente d'un autre bâtiment, la faire venir sur le bâtiment, puis la réemployer, c'est pas simple. Mais Christophe en parlera. Donc on a soutenu des opérations, et on soutient encore des opérations de déconstruction, de curage, de matériothèque. On a financé quelques opérations de démarche cradle, surtout cradle. C'est-à-dire on va penser le bâtiment pour qu'en fin de vie, ça soit déconstructible. Et on va faire que quand on extrait des matériaux sur le site, alors des matériaux de terre, etc., plutôt que ça aille en décharge, ça soit directement utilisé pour soit faire le soubassement, soit faire des murs en pisé à l'intérieur, etc. Donc il y a toutes des démarches qui viennent aussi alimenter le projet, et c'est ça qui nourrira aussi notre démarche, parce qu'on voit que c'est pas simple.
Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai été clair. Moi, je suis dedans complètement, donc je m'entends, mais je ne sais pas si ça a été clair pour vous. Donc voilà, donc c'est une démarche participative. J'espère qu'on se retrouvera tout au long de ce travail-là. Moi, je suis ouvert, la porte de bureau est ouverte. Vous pouvez me téléphoner n'importe quand sur des projets, etc. Je ne dirais pas qu'on ira sur tout, parce qu'on a tout à chacun en ce moment des contraintes budgétaires. Mais l'idée, c'est d'aller loin et de faire de cette région vraiment une région exemplaire, comme on l'avait été à l'époque des bâtiments basse consommation d'énergie, hein, puisque si certains se rappellent, on a été avec la région Bourgogne, la région Franche-Comté et la région Alsace, les 3 premières régions à lancer des appels à projets sur les bâtiments basse consommation d'énergie. Donc peut-être que demain, on fera les mêmes choses sur des bâtiments circulaires. Voilà. Merci Dominique.